Christopher, que vous devez connaître d'Avant-Garde Informatique. Donc Christopher Galgo, je suis en charge de la partie protection de gouvernance des données chez Avant-Garde. Et donc accompagné de Nicolas. Nicolas Dupuis, donc moi je suis responsable du compte Avant-Garde chez Vim. Je n'ai pas une super connaissance technique, mais au moins voilà, je peux permettre, voilà, j'ai une bonne vision de Vim en général. Est-ce qu'il y a des clients Vim déjà en Espagne? Majorité. Donc au niveau de l'agenda, on va vous faire une présentation rapide de l'éditeur Vim, mais vous connaissez déjà pour la plupart. Ce sera rapide. Après, on va vous représenter l'architecture de Vim. On essaiera de vous présenter quelques bonnes pratiques. Ce sera vraiment technique. Puis les nouveautés qui sont incluses dans le V4, qui sont disponibles depuis le mois de janvier, notamment qui sont liées à la sécurité et au RGPD. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas, c'est interactif. Je te laisse présenter cette partie. Donc, beaucoup de chiffres. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on existe depuis à peu près 11 ans. C'est une boîte à la base qui est donc, russe et donc, qui a essayé donc, directement, dès que ça a bien marché en Europe, qui a essayé d'aller aux États-Unis, mais ça n'a pas trop accroché. Finalement, le marché porteur, c'est vraiment le marché Europe. Ça, c'est important de le dire. Donc, on est les premiers, donc ça marqué, on est les premiers en part de marché en Europe et on est 4e mondial. Donc, parlant du milliard, c'est en 2018. Donc, on équipe des grands comptes, des Global 2000, des Fortune 500, mais ce n'est pas le message que je passe aujourd'hui. Le message qui est important aussi, c'est que je crois que l'année dernière, 36 ou 37% de notre chiffre d'affaires été réalisé sur les TPE-PME. Donc, c'est voilà, vraiment un marché qui est important pour nous. Et puis surtout, ça représente pas loin de 60% de nos clients. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le NPS score. Donc voilà, c'est un score qui va de 100 à moins 100. Donc pour ceux qui connaissent Oracle, ils sont à moins 60, je crois. Ceux qui connaissent Apple, ils sont à 70, donc on est même au-dessus d'Apple. Donc voilà, c'est un score qui représente si un client est content, s'il serait prêt à nous recommander, si le produit est fiable, donc, et s'il serait prêt à renouveler lui-même. Donc voilà, donc on est à 73, on en est très fiers et on le met en avant. De toute façon, quand on en a fait aussi, c'était notre ancien logo, quand on demandait à nos clients de nous dire qu'est-ce qu'on pourrait, comment vous pourriez nous qualifier, et ben, il y avait un petit encadré où on pouvait mettre ce qu'on voulait, et puis les clients ils ont mis It Just Works. C'est pour ça que les anciens logos Vim c'était It Just Works, parce que nos clients étaient venus nous le dire. Voilà, ça marche. Voilà, donc après on a un réseau de clients, donc de partenaires donc, qui s'est vraiment, on a 1200 partenaires actifs en France. Donc on a des très petits partenaires, on a aussi des plus gros. Et on a 330 000 clients dans le monde et plus de 4000 nouveaux par mois. Voilà, c'est tout ce qui a été. C'est déjà pas mal. Ok, donc on va passer dans la partie plus technique, la présentation du produit. On va faire un focus plus sur du Backup Replication que pour la plupart vous connaissez déjà. À savoir qu'aujourd'hui on parle de sauvegarde moderne, qui est en contradiction avec la sauvegarde traditionnelle que vous pouviez connaître à l'époque, ces sauvegardes de fichiers qui allaient sur bande. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sauvegarde moderne, l'objectif principal c'est de restaurer le plus vite possible. Donc avec Vim, ça se symbolise via le backup job. Souvent c'est restauration ultra rapide, rétention courte. On essaie de mettre un peu de stockage un peu plus performant. L'objectif c'est bien de repartir le plus vite possible. Après, parce qu'on doit respecter des politiques de rétention légales, soit imposées par des organismes extérieurs, soit par votre direction. Donc on va faire de l'archivage et de l'externalisation. On parle de GFS, Grandfather, Father and Son. C'est ce qui correspond à vos sauvegardes annuelles, mensuelles, hebdomadaires. L'objectif c'est de figer les données dans le temps. On n'a pas forcément besoin de restaurer le plus vite possible. On peut mettre du stockage plus lent. Et ensuite, une logique de réplication. Donc, c'est une logique de PSA. On parle de disaster recovery. Et là, l'objectif, c'est de basculer en un clic de l'environnement de production
aussi de secours si vous avez un désastre, un incident quelconque, technique, naturel. Donc voilà, donc pour la partie sauvegarde et archivage, on sauvegarde dans des fichiers plats sur un stockage mort. Pour la partie application, c'est pas la même chose. Si vous avez un environnement VMware ou Hyper-V, on réplique des VM VMware ou Hyper-V. La target sera aussi au format VMware Hyper-V. Est-ce que c'est clair pour ces trois notions? Ces trois méthodes sont complémentaires. Et enfin, une couche de data management. Aujourd'hui, on essaie d'utiliser ces données, ces métriques remontées par vos environnements de virtualisation et aussi via vos outils de sauvegarde pour pouvoir exploiter ces données et apporter de l'intelligence. Donc, notamment avec VMware, vous pouvez faire du capacity planning, pour ceux qui connaissent, et anticiper vos futurs besoins. Donc, je vais rappeler une des règles fondamentales aujourd'hui dans le milieu de la sauvegarde qui est utilisée par les organismes de cybersécurité. Donc c'est une règle qui s'est répandue il y a quelques temps, qui consiste à dire que vous devez avoir 3 copies de vos données sauvegardées sur 2 supports différents, dont une externalisée. Ça, c'est la bonne pratique aujourd'hui en sauvegarde et archivage. Donc, externaliser soit vers assez distant, soit vers le cloud. Depuis 2018, la règle a un peu changé, elle a été accentuée avec l'apparition de la sauvegarde offline suite à toutes les attaques ransomware. Pourquoi? Parce que les attaquants se connectaient sur les environnements de sauvegarde, peu importe le logiciel, avant d'exécuter n'importe quel script, baissaient les points de rétention et attendaient que la purge soit faite pour se reconnecter le lendemain pour exécuter leur script ou leur exécutable. Donc aujourd'hui, la sauvegarde offline, c'est-à-dire complètement déconnecté du réseau. Il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez faire la sauvegarde sur commande, soit avec Vim, vous pouvez également faire de la sauvegarde sur disque configuré en rotation, donc des disques durs externes que vous allez changer de manière hebdomadaire. Soit il y a d'autres technologies, via le cloud, enfin, il y a plusieurs possibilités. Mais une sauvegarde dite offline, c'est que le support ne doit plus être connecté sur le réseau. Et enfin, la partie vérification des sauvegardes, parce que ce qu'on demande aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la sauvegarde c'est important, mais la restauration, c'est là encore plus. Donc le fait de pouvoir vérifier de manière automatique ces sauvegardes, la consistance des sauvegardes, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, pour ce faire, il faut qu'au moment de la sauvegarde, le logiciel de sauvegarde soit conscient que la VM doit être protégée. Si c'est une VM SQL, le logiciel de sauvegarde doit être conscient qu'il y a un SQL à l'intérieur. Donc, ça, on parle d'application protection applicative, PSS pour Windows. Et après, il faut utiliser des mécanismes intelligents, des fonctionnalités avancées qui vont vous permettre de tester ces VM sauvegardées dans un environnement isolé. Avec Vim, on parle de Data Labs. D'accord? Et via le champ backup, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de présenter dans la démo tout à l'heure. Ici, je vous ai ajouté un exemple d'architecture qu'on peut retrouver aujourd'hui chez les clients qui correspond bien à tous les besoins qui sont demandés par la plupart des clients. Je vois en haut mon site de production, à droite mon site de secours. Donc ici, j'ai une infra de production VMware et j'ai ici un nœud VMware de secours en standalone. Première chose, j'ai un job de réplication, je prends mes VM VMware, qui sont au format VMDK, que je vais répliquer sur mon nœud de secours au format VMware. Donc là, je suis dans une logique de disaster recovery. Ensuite, je fais ma sauvegarde des VM sur un support quelconque, donc ici c'est un NAS, support. Donc voilà, donc j'ai un job de réplication, un job de sauvegarde. Et ensuite, je viens faire mon externalisation. Donc, la sauvegarde que j'ai déjà fait une première fois, de manière consistante, je vais venir externaliser ces VM vers un support distant. D'accord? Donc là, je suis bien dans ma règle du 3-2-1. Quand je fais de la réplication, je ne fais pas de sauvegarde. Ça veut dire que si vous me dites, oui, moi, je fais de la réplication Vim, je ne fais pas de sauvegarde,
Vous ne pouvez pas dire que je fais de la sauvegarde. Si vous avez des audits extérieurs, vous ne pourrez pas dire ouais, je fais de la sauvegarde parce que j'ai de la réplication. Donc c'est deux choses différentes. On est vraiment dans la complémentarité. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur la partie externalisation, hein, c'est que Vim a développé des alliances avec tous les clouds publics, etc. Et vous avez la possibilité de travailler avec des cloud providers, la technologie Vim Cloud Connect, où vous allez pouvoir, en 2 clics, ajouter un cloud repository dans votre console Vim, afin d'effectuer une sauvegarde externalisée et sécurisée. Donc par exemple, nous, à Vanguard, on est Vim Cloud Provider. On propose un service à distance pour héberger la sauvegarde externalisée des clients. Ce qui est important, c'est que depuis le update 3, Vim a intégré une fonctionnalité qui est visible uniquement chez le cloud provider, qui vient dans cette logique de protection offline, tout à l'heure, où chez le cloud provider, vous allez avoir une corbeille qui est uniquement visible par le cloud provider. S'il y a une attaque ransomware chez le client, eh bien, et qui baisse les points de rétention, ça ne va pas impacter la partie cloud provider, puisque nous, les sauvegardes vont aller dans une corbeille, on va pouvoir restaurer, on va être alerté, on va dire attention, le client il a supprimé toutes ses sauvegardes, on va être alerté, on va aller pouvoir contrôler auprès du client en disant vu que vous avez diminué vos points de rétention, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, et si besoin, on peut restaurer cette corbeille. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur la partie architecture Vos data centers, ils sont situés où? Alors nous, on a un data center à Monaco et un data center à Sophia Antipolis chez Euclid, en France. Parce que sur la partie monégasque, les données monégasques ne peuvent pas sortir de la principauté. Donc la technologie est très simple, voilà, ça passe dans un tunnel SSL. Il suffit de rajouter le nom DNS du cloud provider, les crédentials qui ont été fournis par le cloud provider, et le cloud repository apparaît dans la console Vim, et à partir du moment où ça apparaît, vous pouvez faire une sauvegarde externalisée. Excuse-moi, elle n'est pas considérée comme offline, on est d'accord? Ou c'est monté que... Alors, attention, pour la partie offline, c'est uniquement dans cette partie-là. Si on prend le cloud, comme tu viens de l'indiquer, ouais. Tu vois ce que je veux dire, là tu parles de clients SSL avec les credentials et tout ça, c'est monté en permanence ou ça monte que pour la sauvegarde? C'est monté en permanence. Le fait qu'elle soit offline, c'est que au cas où il y aurait un attaquant, un malware qui vient attaquer toutes les sauvegardes. Ouais, exactement. Mais il pourrait passer par là, du coup, si elle n'est pas offline, elle se déconnecte cette sauvegarde-là ou pas? Non, elle se déconnecte pas parce que, en fait, là, c'était pour la partie que je disais là, c'est la partie ransomware où si l'attaquant viendrait baisser les points de rétention. Mais tu as aussi un point de s'il vient crypter les sauvegardes. Ah oui, alors s'il vient crypter qu'on s'en rend pas compte, genre un mois après, là oui, c'est un autre problème. Là, ça vient dans cette logique où on vient baisser les points de rétention. Mais souvent, on s'en aperçoit, si on a un peu la main sur son infra, et qu'on se réveille comme un minimum, on s'en aperçoit qu'il n'y a plus de points de rétention. Et surtout que si on a eu un ransomware, on s'en aperçoit quand même au bout de certains jours. C'est vrai qu'il y a en fonction de la puissance du ransomware, parfois on s'en rend compte dans la minute, parce que c'est violent, mais parfois il est minimisé, on peut s'en rendre compte plus tard. On ne peut pas remonter sur le volume de données, par exemple, si l'habitude c'est d'avoir à peu près 5% de changement. Si d'un seul coup on récupère 80% de changement entre deux instances, est-ce qu'il n'y a pas d'alerte? Ah si, il y a possibilité de faire des alertes, notamment via le... C'est une façon de... Oui, il y a possibilité de faire beaucoup de choses de ce type. Par contre, voilà, effectivement, un logiciel de sauvegarde ne va pas... C'est pas un outil de gouvernance de la donnée, donc il ne va pas aller à l'intérieur voir s'il y a des incohérences, etc. D'accord? C'est par bloc, en fait, par bloc différent, ces types de sauvegarde. Voilà, ça fait sauvegarde par bloc. Ok, donc en fonction d'un certain nombre de blocs qui a changé par rapport à l'habitude, ça peut être une alerte qui peut être... Oui, effectivement, si on est sur un ratio de changement de 3%, c'est à peu près par jour, sur incrémentiel, déjà on est pas mal. Si un jour il y a voilà,
a même 15% de changement, il peut des alertes. Et là, tu dis que c'est offline, mais connecté tout le temps. Donc, Non, c'est moi qui disais offline. Ah bon. Et Non. toi, tu disais que c'était connecté tout le c'est temps. connecté tout le temps, mais Donc, c'est quel pas- est non, en l'intérêt fait, C'est de pas mettre... offline, on est d'accord. Non, c'est pas offline, Il mais manque- du coup, ça peut Dans répondre. le 3-2-1-0, il manque le 0 là, c'est ça. Le mieux, c'est d'avoir Souvent, la LTO sur bande pour déconnecter, etc. Ouais, ou un support que tu montes que à la demande de la sauvegarde et que tu Oui. connectes après. Voilà. Mais par contre, il faut si vous faites, si j'ai des clients qui ont essayé de faire ça, par script de désactiver ou d'activer le port d'un switch, ça marche pas. Parce que si l'attaquant arrive à re-enable le lien switch, Ouais. donc ça fonctionne pas. La notion de corbeille dans le provider, c'est un équivalent d'offline. Oui, c'est ça, c'est pour ça que ça va dans une logique de offline, la corbeille. Puisque. On peut pas l'automatiser, il faut le faire à la main. Ah oui, Si non, tu non. fais à la main, tu peux le faire dans un script, donc un pirate peut le faire. Si tu vois pas un câble. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut que tu ailles brancher toi-même C'est ça, voilà. C'est distribution c'est externe. C'est ça. Faut payer un stagiaire. Non, faut prendre un stagiaire. Ah, stagiaire, Sans voilà. payer. Donc c'est vrai que c'est cette pratique de sauvegarde offline, parce que vous êtes à la bande, ça rapporte. On passe sur notre cloud, mais tu vois, quel est à part le fait que physiquement, c'est quelque part sur le cloud, on est toujours en connecté et non pas non connecté. Ah oui, ça on est voilà. Ouais, mais ça, moi j'ai un VR1, je le fais ça. Oui, si vous avez un La père. problématique, c'est Bah, c'est le offline. C'est le offline, mais la partie Cloud Connect, au départ, elle vient dans un premier temps aider les clients qui n'ont pas de site distant, pas de site distant, qui n'ont pas de PRA. qui ne veulent pas investir dans un site distant, qui ne veulent pas investir dans du matériel supplémentaire. Ouais, je comprends. Niveau CAPEX, OPEX aussi, on rentre dans un autre mode de fonctionnement au coût. Voilà, ça vient, au départ, ça vient dans cette logique. Effectivement, si vous avez un site à Paris et un autre à Marseille, vous pouvez utiliser le site de Marseille pour faire des sauvegardes externalisées. Toujours avec la même, mais pas avec la même approche que ce qui connecte avec les corbeilles. Sans cette approche-là. Parce que cette approche-là, implicitement, c'est... Cette approche, effectivement, Corbeil est disponible uniquement via la technologie Vim Cloud Connect. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez, nous, Cloud Provider, on a accès à des outils Vim que les entreprises n'ont pas accès. Et c'est ces outils-là qui nous permettent d'avoir des corbeilles. Si vous êtes exposé directement, si le point d'attaque c'est au niveau du Cloud Provider, là, ça répète encore une barrière. Mais, après, là, c'est un autre problème. Si c'est pas l'entreprise qui est attaquée, mais le Cloud Provider, là, c'est plus votre problème. Normalement, c'est plus votre problème. ça peut le devenir. Non, mais c'est vos données. Alors, il faut savoir qu'ici, les jobs de sauvegarde sont chiffrés en AS256, que ce soit sur la première liaison ou dans l'externalisation. Et là, le cloud, il fait partie intégrante du réseau ou c'est complètement séparé? C'est complètement séparé. C'est une connexion Internet pour pouvoir... Oui, mais tu dis que c'est connecté tout le temps. Donc, non, parce que en fait, ce cloud repository est monté via tunnel SSL dans la console Vim. Donc si vous avez Vim, quand vous rajoutez un repository, vous avez l'icône. S'il était chez toi. Voilà, là l'icône est un peu différente, c'est un petit nuage, d'accord, mais il est tout le temps connecté ce nuage. Parce que, voilà. Après, vous pouvez peut-être le disable manuellement, mais c'est pas l'intérêt d'apporter de l'administration manuelle supplémentaire aux administrateurs. Alors, comment en fait la logique du coup, à chaque fois que j'ai une nouvelle sauvegarde qui passe dans le code, j'ai celle avec une rotative, la plus ancienne, qui dégage en corbeille. Effectivement, ça dépend du mode de sauvegarde qu'on va mettre en place. Par défaut, c'est du forever incrémental. Ça veut dire que vous ferez une sauvegarde full la première fois, vous n'en ferez plus jamais après. En fonction du point de rétention. Si vous avez 14 points, donc ça veut dire souvent, si on est en journalier, ça correspond à 2 semaines glissantes. Vous êtes sur des chaînes qui sont cohérentes. Si vous atteignez le 14e point de rétention, il va falloir libérer un point. L'incrémentiel, le VIB le plus ancien, donc le fichier incrémentiel le plus ancien est fusionné dans la foule. Ça libère un point et là vous pouvez effectuer votre sauvegarde. D'accord, oui, donc là c'est là quand même qu'il y a danger si jamais il y a ransomware qui a supprimé des fichiers. Voilà. On passe 14 jours, on se retrouve, il y a plus de mission. Voilà, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est on passe de 14 jours à 1 jour. Tous les 13 points sont purgés. Ceci dit, une sauvegarde sur disque avec un disque externalisé, à moins d'avoir quand
on les fait tourner, au bout de 14 jours, c'est la même. Bien sûr, en fait, il y a beaucoup d'entreprises voulaient se débarrasser des bandes ces dernières années parce que c'est la corvée, etc. Aujourd'hui, on les voit réapparaître parce que c'est pour eux cette notion de sauvegarde complètement déconnectée. Et voilà, il y a des choses qui sont même très intéressantes qui sont apparues sur le marché. Je pense à constructeur Quantum, qui est spécialiste dans les livrets de sauvegarde. Ils ont développé un partenariat avec Vim où ils fournissent la LTO, la librairie, et dedans vous avez le proxy Vim intégré. Vous n'avez pas besoin d'interconnecter un serveur, vous la mettez sur le réseau, elle monte directement dans le serveur Vim. Ils ont essayé de faciliter. Ouais, super produit. C'est pour faire, par contre, c'est un archivage, la bande elle sert une fois, elle a marché. Après, ça dépend. La bande, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une sauvegarde une fois. Vous pouvez même laisser les bandes dans le robot. Voilà, ça dépend de votre politique d'archivage que vous aurez déterminée. Le but étant d'en sortir et de les conditionner dans un coffre. Loin. Voilà. Mais après, effectivement, on est d'accord, ça ramène cet effet de corvée. Mais aujourd'hui, en fonction de la sévérité de votre entreprise, si c'est critique, l'activité que vous avez, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc, au niveau de l'architecture de Vim, pour ceux qui ne connaissent pas, première chose, Vim est agnostique au niveau constructeur, stockage. Vous pouvez installer du Vim sur n'importe quel type de serveur et mettre n'importe quel type de repository. Donc c'est vraiment agnostique. Il y a 3 composants principaux pour faire fonctionner un job de sauvegarde. Donc il vous faut un Vim Backup Server qui a le rôle d'orchestrateur. C'est lui qui a le cerveau. Hein. Ensuite, il vous faudra un ou plusieurs proxys. Les proxys sont les moteurs de sauvegarde, c'est ce qui permet de transporter les données de la source vers la destination. Et ensuite des repositories, c'est là où vous allez mettre vos données de sauvegarde. Vous pouvez avoir un serveur physique avec un Vim dessus qui embarque les 3 rôles. D'accord. Plus vous aurez de proxy et de repository, plus vous pourrez paralléliser vos sauvegardes en même temps. Plus vous pourrez diminuer vos fenêtres de sauvegarde. Au niveau des bonnes pratiques, donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Vim a amélioré son moteur de sauvegarde en 9.5. Il y a 3 modes de transport pour aller chercher les données, qui sont classiques connus dans la plupart du milieu du stockage, qui sont le direct SAN, le fait d'aller chercher les données directement depuis la baie de stockage de production. Le NBD, c'est par le réseau. Et le hot add, donc en fait, vous avez des proxys en mode machine virtuelle qui sont sur les Windows SXI, et vous allez monter en NFS les VM à sauvegarder, ce qui permet d'avoir certaines performances assez intéressantes. Donc en fait, aujourd'hui, auparavant, on va dire, le DirectSAN c'était forcément le meilleur mode, enfin c'est celui qui était, on va dire, celui où on avait les meilleurs perfs. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai. Il faut tester en fonction de votre environnement. Dans le guide de bonne pratique Vim, aujourd'hui, on recommande d'avoir des réseaux 10 Go. Donc pour ceux qui ont 10 Go, vous pouvez tester les différents modes. Et peut-être que le DirectSAN ne sera pas forcément celui le plus intéressant. Donc ça, je vous invite vraiment à porter cette analyse, parce que Vim est vraiment réputé simple d'utilisation et d'installation. Donc c'est vrai qu'en 3 clics, vous installez un Vim, faites vos sauvegardes. Par contre, niveau architecture, c'est dommage de ne pas s'y pencher, parce que peut-être qu'en touchant un peu à la configuration, à l'architecture, au design, vous aurez peut-être des meilleures performances. Quand vous êtes en réseau de 10 Go, vous pouvez tester le NBD. Le NBD, c'est par le réseau. Comment fonctionne Vim, hein. Le serveur Vim va passer par les interfaces de management des ESX. Il faut savoir que VMware bride à 40% ces interfaces de management pour protéger les ESX. Donc ça veut dire que quand vous aviez du réseau 1 Go, 40% d'un giga, c'était même pas le NBD, c'était même pas la peine d'y penser. Enfin, c'est pas là que vous aurez les meilleures performances. Par contre, en 10 gigas, à tester. Le mode hot add est intéressant quand il est bien configuré. Si vous avez 4 nœuds de production VMware, ESX, et que vous mettez une VM proxy Vim par ESX, il vous faut 4 VM. L'intérêt, c'est qu'au moment où vous allez lancer votre sauvegarde, Vim va automatiquement sélectionner le proxy le plus proche
des VM à sauvegarder. Donc, si vous avez un proxy 1 qui est sur l'ESX1 et que vous avez 5 VM à sauvegarder dessus, automatiquement, il va sélectionner ce proxy-là. Et tout le trafic, tous les flux vont rester sur le même nœud. Parce que les VM sont gérés par le même ESX. Et vous pouvez avoir des performances vraiment intéressantes. Donc, sur le dernier test que j'ai fait, on a pris une journée chez un client pour tester les 3 modes. Et il était en réseau 10 gigas, même du lien FC entre les serveurs physiques, etc. En hot add, il avait 4 fois plus de performance qu'en direct sun. Donc vraiment tester. Option importante à activer, le parallel processing. Le parallel processing, c'est ce qui permet de paralléliser la sauvegarde de plusieurs machines virtuelles en même temps. Dans Vim, on parle de task. Une tâche n'est pas égale à une VM, une tâche égale à un VMDK. Plus vous aurez de processing rate, donc c'est de capacité de calcul pour la sauvegarde, plus vous pourrez traiter de VMDK en parallèle. Donc le processing rate se dimensionne sur les proxys, et ça correspond au compute, CPU RAM. Plus vous aurez CPU RAM, plus vous aurez de capacité à traiter des VMDK en parallèle. Entre guillemets, plus vous mettrez de proxy, et plus vous pourrez traiter de sauvegarde au même moment. Dans tous les cas, en Vim, vous aurez toujours, dans la fenêtre de sauvegarde, un indicateur, le bottleneck, le goulot d'étranglement, qui va vous dire sur votre chaîne de sauvegarde, source vers destination, là où ça pêche le plus. Vous en aurez toujours un, c'est un indicateur. Ensuite, bonne pratique, donc utiliser du stockage bloc. Si vous mettez pour la sauvegarde moderne un serveur physique Vim avec des disques un peu plus performants, du SAS, notamment on peut faire du shrew backup, toujours dans cette logique de rétention faible. Important de mettre un contrôleur RAID performant, parce que c'est dommage de mettre des disques un peu plus performants si votre contrôleur RAID ne suit pas. D'accord ? On parle parce que souvent, quand on fait des analyses de PR, etc., on s'aperçoit que ça peut être le goulot de probablement. Autre chose, sur la base de données SQL, quand vous avez déployé une solution Vim, il embarque un SQL Express. Si vous avez un environnement de production avancé, 10 gigas, de la fibre, etc., le goulot d'étranglement sur la partie sauvegarde, ça peut être la base de données. Parce que celle-ci est en express, on ne travaille que sur un CPU. Et ça peut être malheureusement la base de données Vim qui devient le goulot d'étranglement. Donc, voir en fonction de votre architecture s'il ne faut pas passer sur du standard. Mais est-ce que Vim vous le dit, vous met bottleneck, base de données? Non, il mettra. Réseau, repository. Ouais, en fait, target. Tout source target sur réseau repository. Après, c'est à vous d'aller chercher, mais c'est par le genre de situation, c'est par élimination pour voir d'où ça peut venir. Pareil, souvent ce que je vois, c'est si vous avez une bonne étape en production, bottleneck la source, parce que la bonne étape elle est connectée et configurée en ISCSI. Quand vous êtes sans ISCSI, Vim il est monoflux au moment de sa sauvegarde, vous allez travailler que sur un lien ISCSI. Le bottleneck, c'est le lien ISCSI. Donc c'est des choses à savoir pour ne pas passer en MFS sur la partie d'étape plus recommandée. Donc c'est plein de choses comme ça où les bottlenecks ça peut venir un peu de partout, mais c'est vraiment pour moi la partie la plus intéressante où on vient apporter des analyses et c'est le plus intéressant. Pour l'installation de la base SQL, si on doit passer sur une version standard, vu qu'elle est embarquée dans l'installation, comment ça se passe? Il faut la réinstaller? Non, avec un SQL Management Studio, on peut détacher la base, rattacher. On la détache, on l'upgrade et après on la rattache. Ouais, en fait, on la met en mode un peu offline, le temps de faire la migration. Ok. Dans le pire des cas, si vous profitez de cette migration pour changer un peu le Vim, notamment pour passer sur Windows Server 2016, vous avez une configuration de la config Vim qui est faite tous les jours, par défaut à 10 heures. C'est un fichier qui est en extension .bco, qui est très puissant. Il sauvegarde toute la conf de votre logiciel Vim. Et le jour où vous installez un nouveau Vim, parce que vous faites une migration complète, vous pouvez l'importer, il réintègre toute la conf et surtout tout l'historique de la base de données. Donc des fois, j'ai des clients qui s'embêtent à essayer de migrer les SQL, etc. Alors que si on réinjecte le fichier dans l'environnement, il rapporte. Il fait une sauvegarde complète de la base. Ouais, il conserve les logs et après qu'il réinjecte dans une base vierge. D'accord. Aussi, vous pouvez passer, si vous faites la sauvegarde sur votre bande, c'est conseillé de basculer en SQL standard parce que ça sollicite beaucoup la base.
Et au-dessus de 500 VM, on dit qu'il faut basculer sur SQL standard. D'accord? C'est 500 VM de prod. Point très intéressant, c'est le Microsoft REFS, Resilient File System. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une technologie qui est apparue dans Windows Server 2012, qui n'était pas utilisée, qui est utilisée surtout depuis le serveur 2016, et que Vim s'est exploité en 9.5 avec Windows Server 2016. Cette technologie vous permet de formater votre repository en local, non pas en NTFS, mais en REFS, nouveau système. Et ce repository-là, enfin ce volume, on va embarquer une base de données, une sorte de base de données à l'intérieur, une technologie qui fonctionne avec des pointeurs et que Vim sait exploiter. Pour la déduplication, une sorte de déduplication globale, et pour du clonage rapide. Ça veut dire qu'il va pouvoir, pour les blocs similaires, aller les pointer beaucoup plus rapidement. Donc comment ça se passe? Vous faites vos premières sauvegardes full, ça va créer une empreinte sur le repository. Si vous faites des sauvegardes full synthétiques, après, donc si vous faites une sauvegarde full par semaine en mode synthétique, donc le mode synthétique, c'est que quand vous allez générer cette sauvegarde, vous allez utiliser les fichiers de sauvegarde existants, VIB, VBK, pour régénérer une full manuelle. À partir de ce moment-là, Vim va détecter que cette sauvegarde-là, elle a la même empreinte que la première. Donc il va pointer les blocs existants et les dédupliquer. Vous allez pouvoir augmenter votre politique de rétention de manière considérable. Parce que toutes vos foules vont rien peser. Et si votre serveur Vim est d'un côté et que c'est seulement votre repository qui a un serveur Windows 2016 avec REFS de configuré, ça marche ou pas? Il faut que Vim soit installé sur le repository soit local, c'est ça? Pas forcément, si c'est un serveur distant physique, ouais. ça marche. Parce qu'on va rajouter le serveur physique en tant que proxy. Ouais. Vim va déployer un petit proxy sur le serveur Windows et après c'est géré. Donc c'est très très intéressant parce que vous pouvez augmenter votre politique de rétention de manière considérable pour le coût d'une licence Windows Server 2016. Donc on va voir, j'ai mis quelques exemples. Donc, important quand vous formatez le volume, on formate en bloc de 64K, ça c'est une bonne partie de Vim. En fait on perd un peu en capacité mais on gagne en performance et en stabilité sur REFS. REFS, important, parce qu'on peut avoir des surprises, hein, quand plus vous avez de données à traiter, plus vous avez besoin de RAM. Donc si vous mettez que 4 Go de RAM, ça ne va pas aller. Donc on dit qu'il faut, si vous avez un serveur physique avec par exemple 150 Go de RAM, on dit qu'il faut 1 Go de RAM par Tera. Ça donne pratique. D'accord? Ça veut être sûr que votre solution, votre repository sera stabilisé. Donc ici, vous voyez, on a le schéma avec l'empreinte, hein, vous aurez votre première foule, et les foules synthétiques suivantes utiliseront les mêmes empreintes que les foules précédentes. Ça marche uniquement avec les foules synthétiques. Parce que si vous faites une active full depuis l'environnement VMware ou Hyper-V de prod, vous allez générer de nouveaux blocs. Ils seront complètement nouveaux, donc il ne va pas reconnaître des blocs similaires. D'accord? Comment vous pouvez voir sur Vim que ça fonctionne bien? Donc ici, je vois que j'ai, pour ceux qui n'ont jamais vu une interface Vim, mais ça c'est un job de sauvegarde. Le dernier job qui a été lancé. Je vois qu'en haut, j'ai la synthétique full. Et ici, vous voyez qu'au moment de créer la synthétique full, il a fait du fast clone. Donc, pour me faire une sauvegarde full, là, il a mis 51 minutes. 51 minutes, alors que sur certaines fonctions de la volumétrie, normalement, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, il a utilisé le clonage rapide, donc les pointeurs, pour pouvoir aller pointer les blocs existants. Voici un exemple. Donc, par exemple, sur mon serveur physique ici, j'avais une capacité utile 32 Tera. Ça, c'est quand je fais clic droit sur la partition, sur le volume. Si je rentre sur le volume, je fais clic droit sur le répertoire de sauvegarde, backup, j'ai 176 Tera de données dessus. D'accord? Donc, j'ai un client où il avait 30 Tera comme ça, il est monté à il avait 300 Tera de backup dessus. Ça dépend vraiment de votre environnement.
On a souhaité vous présenter aussi des fonctionnalités avancées qui sont un peu moins connues, un peu changées. Donc aujourd'hui, comment Vim fait la différence, c'est par ses innovations, par ses brevets, par sa technologie avancée que les autres n'ont pas. Et notamment, ça repose sur un composant qui n'est pas connu, c'est le vPower. C'est un brevet Vim. Le vPower, c'est cette fonctionnalité qui permet de démarrer une VM depuis son fichier de sauvegarde. Donc si vous sauvegardez une VM sur un NAS, vous allez pouvoir la démarrer directement sur le NAS. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité très puissante qui est utilisée par beaucoup de fonctionnalités dans Vim, dont l'Instant VM Recovery. L'Instant VM Recovery, c'est si vous avez un crash sur votre machine virtuelle, vous devez restaurer une machine virtuelle entièrement, vous allez pouvoir, au moment de la restauration, la démarrer en parallèle. Mon S-Restore sur l'environnement VMware ou Hyper-V, vous allez pouvoir la démarrer. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très appréciée des clients. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, je pense que certains l'ont déjà utilisé. Alors effectivement, hein, la VM, au moment où elle est restaurée et démarrée, elle est un peu en mode dégradé, parce qu'elle est restaurée en parallèle. Mais dans une situation critique, ça peut être très pratique pour ceux qui ont déjà expérimenté. Donc j'ai ma VM qui tombe, je démarre la VM directement sur le repository, et en parallèle, je fais une migration à chaud vers l'environnement de production. Je la restaure. Ça s'appelle Instant VM Recovery. Le show backup, donc le show backup, c'est un job qui permet de faire la vérification de sauvegarde, qu'elle soit bien consistant, intelligible et exploitable. Donc le show backup job, on va tester les VM sauvegardées sur le repository, on va les monter dans un bac à sable, isolé, on va les démarrer dedans, à côté de celle de production, mais isolée, et on va jouer une série de tests dessus pour vérifier qu'elles soient bien consistantes. Ça veut dire que à partir du moment où ce test est fait, vous êtes sûr que si vous devez restaurer, les VM vont forcément fonctionner, puisque tous les tests, on va dire, certifiés ont été passés dessus. Cette technologie-là, elle est intéressante parce qu'elle utilise aussi le vPower. Si vous deviez tester des VM et les restaurer sur votre environnement de production, ce serait lourd. Parce il faudrait restaurer les VM dans un environnement isolé. Le temps de restaurer, en fonction de la taille, ça prendra un certain temps. Donc là, ça utilise le vPower. Donc les VM, il n'y a pas besoin de stockage, elles sont démarrées directement sur le repository. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si vous avez un premier repository de sauvegarde, à savoir physique avec des disques en SAS, vous aurez un peu plus de pertes, donc ce sera plus intéressant d'aller jouer dedans après. D'accord? Donc pour ce faire, j'ai mon hyperviseur de production, j'ai mon repository. Je démarre mes VM directement sur le repository. Par contre, mes VM qui démarrent, elles ont besoin de CPU et de RAM. Donc j'utilise le CPU et la RAM du serveur de production, le SX, et je les mets dans un resource pool, VMware, donc dans un lab isolé. Une fois que ces VM sont démarrés, j'applique toute une série de tests qui sont certifiés d'un point de vue consistance. Donc le démarrage de la VM, un ping test, un test de Orbit VMware, un script test en fonction du type de VM que c'est, si c'est un SQL, etc. Vim va reconnaître que la VM qu'il doit tester c'est un SQL, donc il va appliquer une série de tests pour SQL. Et ensuite, une fois que c'est fait, Vim vous envoie un rapport. Donc cette technologie fonctionne via le Data Labs. Donc, le Data Labs, pour ceux qui connaissaient avant, ça s'appelait le Virtual Lab. C'était renommé Data Labs. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc ça c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui la force de Vim, c'est toutes ces fonctionnalités avancées. Le Data Lab, c'est un environnement bac à sable qui va, une fois que vous allez le configurer, va rester paramétré et sur Vim et sur votre environnement VMware, VMware entre autres. Comment ça fonctionne? Vim va déployer un proxy appliance, c'est une petite VM Linux, sur là où vous déciderez de monter le bac à sable. Elle est très légère. Elle a une particularité, c'est qu'elle a deux cartes réseau. Une carte réseau dans le réseau isolé,
une carte réseau dans le réseau de prod. Comme ça, si vous décidez de maintenir votre bac à sable allumé pour aller jouer dedans, faire des tests de patch, des choses comme ça, donner l'accès au lab à des développeurs, par exemple, qui allaient tester certains correctifs, des choses comme ça, eh bien, vous allez pouvoir aller taper dedans pour aller jouer sur les machines virtuelles. Donc, par exemple, ici, mes VM de prod sont 92 sur 61 quelque chose. Je peux dire qu'à l'intérieur, elles vont démarrer sur à peu près la même IP, sauf que je change le subnet. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? J'ai prévu de vous montrer comment ça fonctionne réellement. Donc, on va voir si le réseau... Donc ça, c'est la console de Vim, pour ceux qui l'ont jamais vu. On est en update 4 ici. Ça est sorti au mois de janvier. En haut, point fort de Vim, c'est ergonomie. On est sur une interface flat design et le produit est plutôt simple d'utilisation, enfin, c'est sa réputation en tout cas. Et vous voyez en haut, ils ont développé une espèce de ruban à la Office avec tous les types de jobs. C'est assez sympa. Ici à gauche, j'ai mon sous-menu et j'ai tous les types de jobs que j'ai sur mon environnement. Ici, j'ai des jobs de sauvegarde, des jobs de réplication et des jobs d'externalisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le show backup. Donc, le show backup, si je lance le dernier. Donc, ici, on voit, hein, je l'ai lancé ce matin sur mon domaine contrôleur. Et il a effectué toute une série de tests. Donc, il a démarré, il a fait un orbit test VMware via les VMware Tools, un test de ping, un script test. Donc, quand vous paramétrez votre job de sauvegarde, vous avez possibilité d'activer la consistance applicative. Donc, à partir du moment où vous faites ça, Vim est conscient que la VM que vous avez sauvegardée, si c'est un AD, elle a les rôles Active Directory. Si c'est un SQL, il va communiquer avec le guest OS de chaque VM, il va savoir ce qu'il y a dedans, Exchange, etc. Donc, quand vous allez utiliser ces genres de technologies, Vim va les reconnaître et il va savoir quel type de test effectuer. D'accord? On va connecter au lab. On a des soucis de connexion dans le bâtiment depuis ce matin. Donc, les jobs de champ backup peuvent être automatisés, lancés manuellement. Ça dépend de chaque client. Il le lance une fois par mois, de manière automatique. Il y en a qui préfèrent être devant l'interface pour les lancer, ils préfèrent les lancer manuellement. Savoir que ceux qui sont en avance de phase là-dessus, c'est les hôpitaux et les banques, souvent, parce que c'est toujours en avance au niveau de réglementation. Donc les hôpitaux doivent faire en général un test tous les trimestres ou semestres. Donc, cette fonctionnalité dans les hôpitaux est bien appréciée. Donc je fais clic droit, Start, et là il va démarrer le job. Je suis connecté sur mon environnement VMware à côté qui est en 6.7. Vous voyez ici en bas à gauche, j'ai mon Resource Pool Virtual Lab. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est un Resource Pool qui permet l'isolation de bac à sable par rapport à l'autre. Direct, il a démarré la Proxy Appliance. La petite VM Linux que je vous disais tout à l'heure. Il commence par démarrer cette VM pour pouvoir créer le routage, etc., la configuration. Et ensuite, donc là pour le moment j'ai qu'une VM dedans, la Proxy Appliance. Ensuite, en fonction du nombre de VM que j'aurais mis dans mon Shore Backup Job, eh bien, je vais avoir dans mon Resource Pool les VM qui vont démarrer, on va les voir démarrer, apparaître sur la partie VMware. Là, le temps qu'il démarre, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà.
En attendant, je vais vous montrer une restauration granulaire d'items. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vim a développé des Vim Explorer qui vous permettent de faire de la restauration d'objets et d'items. Ils sont très appréciés. Par exemple, on va le faire avec Active Directory. Vous voyez, vous avez les Vim Explorer 3D, Exchange, SharePoint, SQL, Oracle. Là, comme mes jobs sont bien configurés, c'est-à-dire qu'il y a la protection applicative qui est activée, Vim sait quel VM a le rôle Active Directory. Il vous le propose automatiquement. Ici, je vois que mon SRVDC, il a les rôles, donc je le sélectionne, je choisis le point de rétention sur lequel je vais faire une restauration granulaire. Donc, par exemple, je choisis une des foules précédentes, je fais Next, Finish, Vim lance le Vim Explorer, et il ne va pas restaurer la VM, il va aller chercher l'annuaire AD qui est dans la VM sauvegardée sur le point de rétention que j'ai sélectionné, et monter l'annuaire dans le Vim Explorer. En gardant une interface qui est propre à Microsoft, hein, qui est vraiment, ils ont vraiment travaillé l'ergonomie, vous allez voir, et c'est assez sympa, c'est assez sexy. Vous voyez, j'ai mon annuaire à gauche, et derrière, je peux développer mon arborescence et les OU. On a besoin de déployer un client sur, par exemple, un AD physique pour pouvoir... non, c'est sans agent. C'est sans agent. Sans agent. Oui, parce que c'est une VM, mais si c'est un serveur physique. Ah si, c'est un serveur physique. Ouais. Là, il faut passer par le Vim Agent for Windows. Ouais, avec les fameux packages de licence et tout. Voilà, donc après, deux possibilités pour le Vim Agent. Soit vous le déployez en mode standalone, soit, c'est-à-dire qu'il y aura physiquement la console sur le serveur, soit vous pouvez pousser le Vim Backup Application. Il pousse uniquement le service qui va bien, vous n'avez pas d'interface dessus, et tout est piloté depuis le Vim Backup Application. Donc ici j'ai mon OUAD, j'ai mes OU dans l'AD, pardon. Donc on attend que ça revient, mais vous voyez que sur ma partie VMware, la VMDC elle a démarré ici.